Un millionnaire visite la tombe de son fils et y trouve une femme en pleurs avec un enfant. Le vent soufflait avec une froideur qui semblait venir directement de l'au-delà. Mais Robert Maxwell se moquait du froid. Il était déjà gelé de l'intérieur depuis 5 ans. Il marchait le long de l'allée principale du parc mémorial Saint-Jude. Il avançait avec la même autorité que dans les couloirs de son entreprise, à pas ferme, bruyant et arrogant. Ses chaussures en cuir, parfaitement cirées et brillantes, écrasaient les feuilles sèches d'automne. Le craquement ressemblait à des os qui se brisent. Il n'apportait pas de fleurs. Les fleurs se fanent. Il portait quelque chose de plus lourd, une rancune éternelle et une solitude qu'il déguisait en dignité. Aujourd'hui marquait une autre année, une autre maudite année sans Charlie. Robert ajusta le nœud de sa cravate, sentant qu'il l'étouffait. Mais il savait que l'étouffement venait de sa propre poitrine. Il détestait ce jour. Il détestait le silence. Il détestait le soleil qui osait briller, alors que son fils était sous terre. Et par-dessus tout, il détestait les gens. C'est pourquoi il payait une fortune pour l'entretien de cette section privée du cimetière, pour ne voir personne. Pour que sa douleur soit exclusive, privilégiée, intouchable. Mais quand il leva les yeux à environ 50 mètres de la tombe en marbre noir qu'il avait lui-même conçue, il s'arrêta net. Ses yeux, habitués à tout contrôler autour de lui, se plissèrent avec un mélange d'incrédulité et de fureur. Quelqu'un était là. Ce n'était pas un jardinier. Ce n'était pas un agent de sécurité. C'était une femme. Une jeune femme, de dos, avec une simple queue de cheval et des vêtements gris qui criaient l'humilité à des kilomètres. Et elle n'était pas seule. Dans ses bras, émitouflée comme un petit paquet précieux, elle tenait un bébé. Le sang de Robert ne fit qu'un tour. Il sentit cette chaleur empoisonnée monter dans son cou. Comment avait-il osé laisser entrer ces gens? Cet endroit était sacré. C'était son territoire. Voir une étrangère devant la dernière demeure de son fils, le grand héritier du nom Maxwell, lui semblait la plus grande insulte de sa vie. Il accéléra le pas. Il ne marchait plus avec élégance. Il marchait comme un prédateur qui venait de repérer un intrus dans son antre. En s'approchant, il entendit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Des pleurs. La femme ne priait pas en silence. Elle sanglotait. Un cri brisé, étouffé, de ceux qui s'échappent quand l'âme n'en peut plus. Et l'enfant. L'enfant babillait des sons innocents, inconscient de la mort qui l'entourait. La scène, qui pour n'importe qui d'autre aurait été émouvante, était répugnante pour Robert. Dans son esprit, déformé par des années de méfiance et d'amertume, il n'y avait qu'une seule explication, l'opportunisme. « Regardez-la », pensa-t-il en serrant les poings. « Ce doit être une de ces filles que Charlie a rencontrées dans une fête bas de gamme. Elles viennent ici pour apitoyer, pour voir si le vieux millionnaire laissera tomber quelques pièces par sympathie. » L'ombre de Robert recouvrit la femme avant même qu'il ne dise un mot. Sentant la présence sombre derrière elle, elle se tendit. Les pleurs s'arrêtèrent brusquement, remplacés par une peur instinctive. L'enfant, vêtu d'une petite tenue rouge qui contrastait violemment avec le gris des pierres tombales, tourna la tête, cherchant la source de l'ombre. Robert ne laissa pas à la femme le temps de se retourner complètement. Il ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Il ne lui accorda pas une seconde de courtoisie. Sa voix grave et puissante brisa le silence du cimetière comme un coup de tonnerre. « J'ai dit au gardien que je ne voulais pas de rats qui rôdent par ici. » rugit Robert, sa voix résonnant entre les arbres. La femme se retourna d'un bond, serrant l'enfant contre sa poitrine pour le protéger. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais grands ouverts de surprise. Elle était jeune, beaucoup plus jeune qu'il ne s'y attendait, avec un visage propre, sans maquillage, marqué par la fatigue et une tristesse authentique. Mais Robert ne vit aucune humanité en elle. Il ne voyait qu'une ennemie. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» continua-t-il, faisant un pas de plus, envahissant son espace personnel, la forçant à reculer jusqu'à ce que ses talons heurtent le bord de la tombe. C'est une enceinte privée, propriété de la famille Maxwell. Vous ne savez pas lire les panneaux? Ou votre ignorance est-elle aussi grande que votre audace? La femme tremblante ouvrit la bouche pour parler, mais l'air se bloqua dans sa gorge. L'enfant, effrayé par les cris du vieil homme, se mit à pleurer, un cri strident qui perça les oreilles de Robert. « Faites taire cette créature !» hurla-t-il, perdant complètement son sang-froid. « Vous profanez le repos de mon fils avec ce bruit infernal. »« Sortez !
Sortez d'ici maintenant avant que j'appelle la police et que je vous fasse traîner dehors. La femme, Emily, serra les dents. La peur initiale qu'elle avait ressentie en voyant l'homme imposant en costume bleu marine se transformait rapidement en autre chose. Ce n'était pas de la honte, c'était de l'indignation. Elle sentit le poids de sa fille Chloé dans ses bras, et ce poids lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. Robert la regarda avec un mépris si pur qu'il en semblait physique. Il la dévisagea de la tête aux pieds, ses chaussures usées, son manteau bon marché, la vieille couverture de laine qui couvrait le bébé. Pour lui, elle était un déchet, un rappel de tout ce qu'il avait essayé d'éloigner de son fils de son vivant. La médiocrité, la pauvreté, le besoin. « Êtes-vous devenue muette ?» insista Robert avec une grimace de dégoût. « Ou attendez-vous que je sorte mon portefeuille ?» Parce que c'est ce que font les gens de votre espèce, n'est-ce pas? Vous venez pleurer sur les tombes d'hommes riches que vous n'avez pas pu piéger de leur vivant, en utilisant un bébé emprunté pour voir si la famille vous jettera quelques miettes. Emily se sentit comme si elle avait été giflée. Elle fit un pas en avant, s'éloignant du bord de la tombe, et affronta le regard d'acier du millionnaire. Sa voix sortit tremblante au début, mais gagna en fermeté à chaque mot. « Vous devez être Monsieur Robert, dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation chargée de déception. Charlie m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez un homme dur, mais il ne m'a jamais dit que vous étiez cruel. » En entendant le nom de son fils sur les lèvres de cette étrangère, Robert sentit un pincement au cœur, mais sa fierté le protégea immédiatement. N'osait pas prononcer son nom. Crotchet-il, pointant un doigt accusateur qui tremblait de rage. Vous n'en avez pas le droit. Mon fils était un homme de classe, un homme du monde. Il n'avait rien à voir avec ça. Il fit un geste vague de la main, désignant ses vêtements et l'enfant. S'il a jamais fait l'erreur de vous parler, c'était par charité. Et maintenant qu'il est mort, cette charité est terminée. Robert s'approcha encore plus, le visage tordu par l'amertume. Il voulait la blesser. Il voulait qu'elle parte et ne revienne jamais. Il voulait effacer son existence. « Laissez-moi deviner l'histoire », continua Robert d'un ton moqueur et venimeux. « Vous avez eu une nuit de chance avec l'héritier, n'est-ce pas? Ou peut-être étiez-vous serveuse dans un de ces bars miteux qu'il fréquentait quand il voulait faire l'expérience de la vie. Et maintenant, vous venez ici avec un enfant bâtard dans les bras, pensant que le grand-père sentimental tombera dans le piège. » La petite Chloé cacha son visage dans le cou de sa mère, sanglotant doucement. Emily caressa le dos de sa fille, essayant de la calmer, tandis que ses propres yeux se remplissaient de larmes, non de tristesse, mais de rage impuissante. « Cet enfant n'est pas un piège, » dit Emily à voix basse, presque un murmure. « Et je ne veux pas de votre argent. Si je suis venu aujourd'hui, si j'ai osé venir aujourd'hui, c'est parce qu'elle a 1 an. Et j'ai pensé, bêtement pensé, que son père méritait de la voir, même si c'était d'en bas. » Robert laissa échapper un rire sec et humiliant, un rire qui sonnait comme un coup de fouet. « Son père, s'il vous plaît. » Robert regarda la pierre tombale en marbre poli, puis de nouveau la femme. « Mon fils avait des standards. Mon fils savait qui il était et d'où il venait. L'idée qu'il ait pu engendrer quelque chose avec une femme comme vous c'est biologiquement offensant. Regardez-vous et dites-moi si vous croyez vraiment avoir votre place dans le monde des Maxwell. » Emily prit une profonde inspiration. L'air froid lui brûlait les poumons. Elle sentait le mépris de l'homme la frapper comme des vagues contre un rocher. Elle savait qu'il ne l'écoutait pas. Il n'écoutait que ses propres préjugés. Il voyait des vêtements bon marché et supposait une morale bon marché. « L'argent n'achète pas l'éducation, monsieur, » répondit Emily en relevant le menton. Ses yeux sombres brillaient de dignité. Et d'après ce que je vois, il n'achète pas non plus le bonheur. « Vous êtes ici, vêtu d'un costume qui coûte plus cher que ma maison, en train de crier sur une femme et un bébé dans un cimetière. Vous sentez-vous puissant maintenant? Vous sentez-vous grand, en humiliant une mère célibataire? » La question prit Robert par surprise. Pendant une fraction de seconde, il se tut. Mais son ego, nourri par des décennies à être le patron, le propriétaire, l'homme en charge, ne le laissa pas reculer. « Je me sens comme un homme protégeant l'héritage de sa famille contre les parasites, » répondit-il froidement, retrouvant sa posture rigide. « Et vous êtes un parasite. Je me fiche de ce que vous croyez. Je me fiche de ce que Charlie a pu vous dire dans un moment de faiblesse. Tout ce qui m'importe, c'est que vous disparaissiez. » Robert plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Un instant, Emily pensa qu'il allait sortir une arme,
Mais il sortit quelque chose qui, pour lui, était plus puissant. Un smartphone dernier modèle. « Je vais compter jusqu'à 3, dit Robert, le doigt sur l'écran. Si à 3, vous êtes toujours devant la tombe de mon fils, j'appellerai la sécurité pour vous faire expulser de force. Et je m'assurerai que vous soyez banni de ce cimetière à vie. Vous n'aurez nulle part où pleurer vos mensonges. » Emily regarda l'homme, regarda la tombe froide et parfaite derrière lui, puis regarda sa fille chaude et vivante dans ses bras. Elle comprit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour briser le mur de pierre autour du cœur de ce vieil homme. « Non, ne vous inquiétez pas, » dit Emily avec un calme qui déstabilisa Robert. « Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Nous partons maintenant. Charlie m'a dit que son père était un homme difficile, mais il s'est trompé. Vous n'êtes pas difficile. Vous êtes un homme pauvre, très pauvre. La seule chose que vous avez, c'est de l'argent. » Emily se retourna. Elle ne courut pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle marcha lentement sur le chemin de gravier, berçant l'enfant qui cessait peu à peu de pleurer. Robert resta là, le téléphone à la main, tremblant légèrement. Les mots de la femme résonnaient dans sa tête. « La seule chose que vous avez, c'est de l'argent. » Il voulait lui crier dessus à nouveau. Il voulait avoir le dernier mot, mais quelque chose dans la façon dont elle s'éloignait avec cette dignité silencieuse lui ferma la bouche. Il se tenait seul, face à la tombe, entouré de son marbre coûteux et de son immense vide, tandis que la silhouette grise et rouge disparaissait parmi les arbres du cimetière. Mais ce que Robert ne savait pas en rangeant rageusement son téléphone, c'est que cette rencontre venait de faire exploser une bombe à retardement dans sa propre conscience, et le tic-tac avait déjà commencé. Emily s'arrêta, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que l'écho des paroles de Robert et la vibration de sa haine semblaient avoir créé un mur invisible devant elle. Ses chaussures s'enfoncèrent dans le chemin de gravier, et pendant un instant, elle ferma les yeux, inspirant l'air froid du cimetière, cherchant la patience que Charlie lui disait toujours qu'elle avait en abondance. La petite Chloé s'agita dans ses bras, comme si la petite créature pouvait sentir l'énergie toxique émanant du vieil homme derrière elle. Robert, la voyant s'arrêter, ressentit une satisfaction sombre et tordue. Il croyait que ses menaces avaient fonctionné, que la peur de l'autorité avait fait plier la jeune femme. D'un pas lourd, il combla à nouveau la distance, respirant avec difficulté, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de la tempête de bile qui montait dans sa gorge. Il ne supportait pas qu'elle lui tourne le dos. Personne ne tournait le dos à Robert Maxwell. « Vous avez changé d'avis ?» demanda Robert, sa voix empreinte de sarcasme. « Avez-vous réalisé que me défier est un jeu que vous ne pouvez pas gagner ?» Emily se retourna lentement. Il n'y avait aucune peur sur son visage, seulement une tristesse infinie, une pitié profonde qui irrita Robert plus que n'importe quelle insulte. Elle ajusta la couverture de l'enfant et leva les yeux vers le ciel gris avant de fixer ses yeux sombres sur le millionnaire. « Je ne me suis pas arrêté par peur, monsieur Robert, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, une voix qui ne tremblait pas. « Je me suis arrêté parce que Charlie m'a fait lui promettre quelque chose avant de mourir. Il m'a fait promettre que je ne laisserai jamais sa fille grandir avec du ressentiment. Si je pars maintenant avec ce poison que vous crachez, j'emporterai ce ressentiment à la maison, et je ne veux pas de ça près de ma fille. » Robert ricana d'incrédulité, croisant les bras sur sa poitrine, essayant de se protéger de mots qu'il ne comprenait pas. « Arrêtez d'utiliser mon fils comme bouclier, » rugit-il. « Vous ne connaissiez pas Charlie. Vous connaissiez un fantôme, une version rebelle qu'il utilisait pour m'ennuyer. Je l'ai élevé. J'ai fait de lui un homme. Je lui ai donné tout ce qu'il avait. Vous lui avez donné des choses, » l'interrompit Emily, élevant la voix pour la première fois. Le son résonna parmi les anciennes pierres tombales. Vous lui avez donné des comptes en banque. Vous lui avez donné des voitures. Vous lui avez donné une éducation à l'étranger pour le garder loin. Mais vous ne lui avez jamais donné de foyer. Charlie m'a tout raconté, monsieur. Il m'a parlé des nuits qu'il passait à attendre votre retour de voyage d'affaires, des remises de diplômes où vous envoyiez votre secrétaire, des anniversaires célébrés avec des cadeaux chers et des chaises vides. Le visage de Robert pâlit, passant du rouge furieux au gris cendré. C'étaient des vérités qu'il avait enfouies sous des couches de travail, de justification et de sacrifice pour l'avenir. Les entendre de la bouche de cette femme, de cet inconnu, c'était comme recevoir un coup de poignard dans le ventre. « Taisez-vous » ordonna-t-il en faisant un pas menaçant. « Vous ne savez rien. J'en sais assez » continua Emily sans reculer d'un pouce. Elle serra l'enfant plus fort,
comme pour lui insuffler la vérité à travers la peau. Je sais que Charlie est mort triste. Je sais que sa plus grande douleur n'était pas la maladie qui l'a emporté, mais de savoir que son propre père ne l'a jamais regardé dans les yeux sans le juger. Il ne cherchait pas votre argent, monsieur Robert. Il cherchait votre approbation. Et comme il ne l'a jamais eu, il l'a cherché dans le monde. Et il nous a trouvés. Emily fit un pas vers lui, une lionne défendant la mémoire de son compagnon. Nous ne sommes pas une erreur, monsieur. Nous ne sommes pas un piège. Nous sommes la famille qu'il a choisie, parce que celle qu'il avait par le sang était trop occupée à compter les pièces. Cet enfant. Emily baissa les yeux sur Chloé, qui observait le vieil homme avec des yeux curieux. Cet enfant a le rire de Charlie. Elle a sa façon de dormir, et elle a le droit de savoir que son père était un homme bon, même si son grand-père est un aveugle. Robert sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant une seconde, juste une seconde, l'image du visage de Charlie se superposa à celle de la femme. Il se souvint d'un Noël, 20 ans plus tôt, où Charlie lui avait demandé de rester à la maison et où il était parti pour une réunion à Londres. La douleur de ce souvenir était si vive que Robert dut la transformer en colère pour ne pas s'effondrer. Il ne pouvait pas se permettre d'être faible devant elle. S'il montrait de la faiblesse, elle gagnait. Et Robert Maxwell ne perdait jamais. « Mensonge !» cria-t-il, la voix brisée. « Ce ne sont que des mensonges manipulateurs pour me faire sentir coupable. Vous êtes une actrice consommée. Mais ça ne marchera pas. Mon fils était un Maxwell, et les Maxwell ne finissent pas avec des femmes comme vous. » Robert se retourna, cherchant désespérément quelque chose. Quelqu'un pour valider son autorité. Quelqu'un pour lui enlever cette vérité inconfortable de sa vue. Au loin, il vit s'approcher la voiturette de sécurité électrique du cimetière. Il leva la main, l'agitant désespérément. « Sécurité! Par ici !» cria-t-il de toutes ses forces. « Débarrassez-moi de cette intruse de ma propriété. » Le véhicule de sécurité s'arrêta avec un léger crissement sur le gravier. Deux gardes, des hommes robustes en uniforme sombre, en sortirent avec des expressions inquiètes. Ils connaissaient bien M. Robert. Il était le propriétaire officieux de cette section du cimetière, l'homme dont les dons gardaient la pelouse verte et les fleurs fraîches. Le voir dans un tel état d'agitation était inhabituel et alarmant. « Un problème, monsieur Robert ?» demanda le garde le plus âgé, regardant la scène avec confusion. Un millionnaire au bord de la crise de nerfs et une jeune femme avec un bébé qui ressemblait plus à une statue de dignité qu'à une menace. « Bien sûr qu'il y a un problème !» cracha Robert, pointant un doigt tremblant vers Émilie. « Cette femme me harcèle. Elle a profané la tombe de mon fils avec des scandales et des mensonges. Je veux qu'on la sorte d'ici immédiatement, et je veux que vous vous assuriez qu'elle ne remette plus jamais les pieds dans cette enceinte. » Les gardes échangèrent des regards mal à l'aise. Ils regardèrent Émilie, qui restait immobile, la tête haute, bien que ses yeux brillassent de larmes non versées. Elle n'avait pas l'air d'une harceleuse. Elle avait l'air d'une mère. « Madame, » commença le garde d'un ton presque désolé. « S'il vous plaît, nous ne voulons pas de problème. Si M. Robert vous demande de partir, nous devons vous demander de nous accompagner jusqu'à la sortie. C'est une propriété privée réservée. » Emily regarda les gardes, puis de nouveau Robert. Le vieil homme haletait, le visage rouge, évitant son regard maintenant qu'il avait des renforts. Il s'était abrité derrière les uniformes, incapable de soutenir seul la confrontation morale. « Vous n'avez pas besoin de me pousser, » dit Emily d'une voix calme, bien que son cœur batte la chamade à l'intérieur à cause de l'humiliation. « Je connais le chemin, et ne vous inquiétez pas, officier. Je n'ai aucune intention de rester là où je ne suis pas la bienvenue. » Emily ajusta Chloé sur son épaule. L'enfant, sentant la tension du moment, laissa échapper un petit gémissement. Emily lui baisa la petite tête, lui chuchotant quelque chose que personne d'autre n'entendit. Une promesse de protection contre la cruauté du monde. « Juste une dernière chose, monsieur Robert, » dit Emily, avant de faire le premier pas vers la sortie. Sa voix résonna clairement, coupant l'air tendu. « Vous pouvez me chasser d'ici. Vous pouvez mettre des murs, des gardes et des clôtures. Vous pouvez garder tout ce marbre froid et vos fleurs parfaites. Mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever d'ici. Peu importe combien d'argent vous payez. » Robert, qui regardait le sol, leva les yeux, saisi par l'intensité de son ton. « Vous ne pouvez pas enlever l'amour que Charlie ressentait pour nous, » déclara Emily. « Cet amour est la seule chose réelle qui reste dans ce cimetière, et il ne vous reste rien. » Avec cette dernière phrase suspendue dans l'air comme une sentence, Emily commença à marcher. Le garde s'écarta,
lui laissant le passage avec un respect instinctif, honteux de l'ordre qu'il devait exécuter. Ils ne l'escortèrent pas comme une criminelle. Ils marchèrent à quelques pas derrière elle, la tête baissée. Robert resta seul, complètement seul. Il regarda les silhouettes de la femme et de l'enfant s'éloigner sur la longue allée d'arbres. Il aurait dû se sentir soulagé. Il aurait dû ressentir la satisfaction d'avoir défendu son territoire. Mais au lieu de cela, il ressentit un froid atroce qui le glaça jusqu'aux os. Le silence retomba sur le cimetière, mais ce n'était plus un silence de paix. C'était un silence accusateur. Il regarda la pierre tombale de son fils. Le nom Charlie Maxwell brillait en lettres d'or sous le soleil de l'après-midi. Parfait, impeccable, mort. Je l'ai fait pour toi, mon fils, murmura Robert, essayant de se convaincre. Sa voix semblait pathétique dans l'immensité du lieu. Cette femme était une profiteuse. Elle devait l'être. Tu ne pouvais pas. Tu n'aurais pas pu aimer quelqu'un comme ça. Mais le doute, cette petite graine qu'Emily avait plantée avec ses mots, prenait déjà racine. Robert s'affaissa sur le banc de pierre devant la tombe. Il se sentait vieux, plus vieux que jamais. Ses mains, qui avaient signé des contrats millionnaires et bâti des empires, tremblaient maintenant sur ses genoux. Au loin, Emily était sur le point de franchir le grand portail en fer forgé qui marquait la sortie. L'expulsion était terminée. Le millionnaire avait gagné la bataille territoriale. Mais en regardant la petite tache grise disparaître au loin, Robert ne put s'empêcher de sentir qu'il venait de perdre quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Soudain, juste avant de franchir le seuil et de disparaître à jamais de sa vie, Emily s'arrêta pour ajuster une dernière fois la couverture de l'enfant. Et c'est à cet instant précis, dans cette fraction de seconde avant que l'histoire ne se termine en tragédie, que le destin décida d'intervenir. Robert, les yeux fatigués fixés sur elle, vit quelque chose, un mouvement, un tour. La petite fille, qui avait eu le visage caché dans l'épaule de sa mère, leva la tête par-dessus l'épaule d'Emily, à plus de 50 mètres de distance. Les yeux du bébé cherchèrent, comme guidés par un fil invisible, la silhouette solitaire du vieil homme assis sur le banc. Robert se pencha en avant, plissant les yeux. Son cœur fit un bond violent dans sa poitrine. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il, la gorge sèche. Il était impossible de voir les détails à cette distance, mais quelque chose dans la posture de l'enfant, dans la façon dont elle tournait la tête, c'était comme recevoir un choc électrique. C'était comme si le fantôme de Charlie lui avait touché l'épaule. L'expulsion était terminée, mais la véritable histoire, l'histoire de sang et de rédemption, était sur le point de commencer par un simple regard. Le grincement du grand portail en fer du cimetière commença à retentir au loin, un son métallique et rouillé marquant la fin de la scène. Emily n'était plus qu'à quelques pas de franchir le seuil vers la rue, vers l'oubli, emportant avec elle le scandale et la honte qui, selon Robert, avaient souillé l'après-midi. Le millionnaire était toujours debout, ou plutôt soutenu par une force invisible qui l'empêchait de s'effondrer sur la tombe de son fils. Sa respiration était saccadée. L'air froid lui écorchait la gorge comme s'il avait avalé du verre pilé. Il voulait se sentir victorieux. Il voulait ressentir ce plaisir familier d'avoir écrasé un inférieur, d'avoir remis de l'ordre dans son monde parfait. Mais il ne ressentait rien de tout cela. Il ne sentait qu'un tremblement dans ses mains et un écho vide dans sa poitrine. « C'est fini », se dit-il, essayant de retrouver son calme, lissant les plis invisibles de son costume coûteux. C'était une arnaqueuse, une actrice. Charlie ne serait jamais, jamais tombé aussi bas. Mais ses yeux, trahissant sa volonté, ne pouvaient se détacher de la silhouette de la femme qui s'éloignait. Il la voyait floue, une tache grise contre la lumière dorée du coucher de soleil, filtrant à travers les arbres centenaires. Et puis, c'est arrivé. Le temps, qui jusqu'alors s'était précipité avec l'urgence de la fureur, s'arrêta soudainement. Il se figea. Juste avant de partir, Emily s'arrêta, non pas pour regarder en arrière, mais pour ajuster la couverture de l'enfant, la protégeant du vent qui commençait à soulever les feuilles sèches. C'était un geste maternel, instinctif, plein d'une tendresse que Robert trouvait insupportablement étrangère. Et dans ce mouvement, l'angle changea. La petite Chloé, qui jusqu'alors n'avait été qu'un paquet qui pleure, un problème acoustique, tourna la tête. Peut-être était-ce le reflet de la boucle de ceinture de Robert. Ou peut-être était-ce un instinct primitif de sang appelant le sang.
La petite se souleva sur l'épaule de sa mère, cherchant du regard. À cet instant, les nuages qui avaient couvert le soleil pendant toute la dispute se séparèrent. Un rayon de lumière vif, presque théâtral, traversa le cimetière en diagonale. La lumière ignora les statues d'anges, ignora le marbre noir de la tombe de Charlie, et frappa directement le visage de l'enfant. Robert sentit comme si un poing invisible lui avait frappé le sternum. L'air s'échappa de ses poumons dans un halètement douloureux. À cette distance, les détails auraient dû être imperceptibles, mais Robert Maxwell ne voyait pas avec les yeux d'un homme de 70 ans. Il voyait avec la mémoire d'un père. La lumière illumina les yeux de l'enfant, et ce n'étaient pas n'importe quels yeux. Ils étaient verrons. Le monde de Robert bascula violemment. Il dut s'agripper à la pierre froide de la tombe pour ne pas tomber par terre. Ses genoux, qui ne pliaient jamais devant personne, tremblaient comme de la gelée. « Non » murmura-t-il, sa voix mi-supplication, mi-terreur. « Ce n'est pas possible. » C'était là, indubitable, une anomalie génétique, une rareté d'1 sur 1 million, l'hétérochromie. L'œil droit de l'enfant était d'un brun profond, presque noir, comme la terre humide. Mais l'œil gauche était d'un bleu électrique, pâle et brillant comme la glace. Robert ferma les yeux très fort et les rouvrit, espérant que ce soit une hallucination causée par le stress, par l'âge, par la douleur de l'anniversaire. Mais l'image était toujours là. L'enfant le fixait avec un sérieux inhabituel pour un bébé, plantant ce regard asymétrique dans l'âme du vieil homme. L'esprit de Roberts voyagea 30 ans en arrière en une fraction de seconde. Il vit Charlie nouveau-né dans le berceau de l'hôpital privé. Il se souvint de la peur qu'il avait lui-même ressentie en voyant ses yeux étranges pour la première fois. La peur que son fils soit imparfait. Et puis la fierté de savoir que cette marque le rendait unique, un vrai Maxwell. Ce regard bicolore, avait été la marque de fabrique de Charlie. C'était sa signature. C'était la preuve irréfutable que Robert portait tatouée dans sa mémoire. Charlie avait ses yeux, pensa-t-il. Et la pensée lui brûla le cerveau. Personne d'autre, juste lui, et maintenant elle. L'enfant cligna des yeux, et le mouvement était si identique à celui de Charlie, quand il était confus, que Robert eut envie de vomir. La ressemblance physique était un cri silencieux, traversant le cimetière, détruisant tous ses arguments, démolissant son arrogance, brisant la théorie de la profiteuse. Cet enfant n'était pas une arnaque. Cet enfant n'était pas un accessoire emprunté. Cet enfant était sa petite fille. Le cœur de Robert se mit à battre avec une violence dangereuse, martelant ses côtes comme un animal en cage. Des sueurs froides perlèrent sur son front. Il ressentit un vertige atroce, une sensation de chute libre. Il avait chassé son propre sang. Il avait traité la seule chose vivante qui restait de son fils mort de chien et de parasite. « Attendez » voulut-il crier. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était nouée par la panique. Il leva une main, lourde comme du plomb, essayant de faire un signe pour arrêter le temps, pour rembobiner la bande de 5 minutes, mais il était trop tard. Emily, inconsciente du tremblement de terre qui venait de dévaster le monde du millionnaire, fit le dernier pas. Elle franchit le portail. Les silhouettes de la femme et de l'enfant disparurent derrière le mur de pierre. Le garde ferma le portail avec un claquement sec. Le son était définitif. C'était le son d'une sentence. Robert resta paralysé, sa main tendue vers le néant, pointant dans le vide. La lumière du soleil s'estompa, laissant le cimetière de nouveau dans l'ombre. Mais l'image de ses yeux, un œil de terre et un œil de ciel, resta gravée sur ses rétines, comme s'il avait regardé directement une éclipse. Les jambes de Robert cédèrent enfin. Il ne s'assit pas sur le banc de pierre. Il s'y effondra. La canne, qu'il utilisait parfois plus par élégance que par nécessité, tomba par terre, roulant sur le gravier. Mais il ne la regarda même pas. Il était seul. Le silence du cimetière, qu'il avait auparavant recherché avec tant de zèle, payant des fortunes pour l'intimité, lui semblait maintenant une condamnation. C'était un silence lourd, accusateur, peuplé de fantômes. Il passa les mains dans ses cheveux, décoiffant ses parfaits cheveux argentés, un geste de désespoir que personne dans son entreprise n'avait jamais vu. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il. Sa voix était brisée. « Mon Dieu, qu'ai-je fait »
Le doute qui avait commencé comme une petite fissure en voyant les yeux de l'enfant s'ouvrait maintenant comme un abîme sous ses pieds, avalant toutes ses certitudes. Il rejoua mentalement la conversation, se torturant avec chaque mot qu'il avait craché. Bâtard, sale, profiteuse. Chaque insulte lui revenait comme un boomerang acéré, lui coupant la peau. Il regarda la tombe devant lui. La photo de Charlie incrustée dans le marbre le regardait en retour. Sur la photo, Charlie avait 20 ans et souriait avec ce sourire ironique qui avait l'habitude d'irriter tant Robert. Mais maintenant, Robert ne voyait aucune ironie. Il voyait de la tristesse, et il voyait les yeux, ces mêmes yeux vairons qu'il venait de voir chez l'enfant. Je me suis dit qu'il avait des standards, se réprimanda Robert, se rappelant ses propres mots avec dégoût. Je me suis dit qu'il ne regarderait jamais quelqu'un comme ça. Mais et s'il ne connaissait pas son fils aussi bien qu'il le pensait? La question était un poison lent. Robert s'était toujours vanté de contrôler la vie de Charlie, de savoir ce qui était le mieux pour lui, de le guider ou de le pousser vers le succès. Mais Charlie s'était éloigné. Les dernières années avaient été un mystère, une série d'appels courts et froids, de visites de Noël obligatoires. Charlie s'était construit une vie à part du domaine Maxwell, une vie secrète. Et puis un souvenir frappa Robert avec la force d'un train. C'était il y a 5 ans, 2 semaines avant l'accident qui a tué Charlie. Robert était dans son bureau en train d'examiner des fusions d'entreprises quand une enveloppe est arrivée. Elle n'avait pas d'expéditeur d'entreprise, juste l'écriture désordonnée de Charlie. Pour papa. Urgent. Robert se souvint de s'être senti agacé. Charlie demandait toujours de l'argent pour ses projets artistiques ou ses voyages absurdes. Robert avait supposé que c'était une autre lettre pleine de reproches ou de demandes financières. Il était si occupé, si concentré sur la conclusion de l'accord avec les investisseurs japonais qu'il ne l'avait même pas ouverte. Il l'avait mise dans le tiroir des affaires en attente de son bureau en acajou. « Je la lirai plus tard », pensa-t-il, quand il arrêtera de se comporter comme un enfant. 2 semaines plus tard, Charlie était mort, et la lettre, était toujours dans le tiroir. Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne l'avait jamais ouverte. Après les funérailles, le chagrin et la culpabilité l'avaient tellement paralysé qu'il avait ordonné à sa secrétaire de ne toucher à rien dans le bureau, et lui-même avait évité d'ouvrir ce tiroir, craignant de trouver une dernière dispute, une dernière déception. Il avait préféré vivre avec le doute plutôt que d'affronter les dernières volontés de son fils. Mais maintenant le doute n'était plus une option. C'était une torture. Et s'il me l'avait dit, parla-t-il à voix haute à la tombe, les yeux remplis de larmes. Et si dans cette lettre il me parlait d'elle, d'Émilie, du fait d'être père? La possibilité que son fils ait essayé de le contacter, qu'il ait essayé de partager son bonheur ou sa peur avec lui, et qu'il l'ait ignoré par pure arrogance professionnelle, le brisa. Si cette lettre contenait la vérité sur Émilie, alors Robert n'était pas seulement un mauvais père. Il était le bourreau de sa propre famille. Il imagina Charlie écrivant cette lettre, peut-être avec Émilie à ses côtés, peut-être enceinte. Il imagina Charlie lui disant « Papa, je suis tombé amoureux. Elle n'est pas riche, mais elle est bonne. Tu vas être grand-père. » Et lui, il avait laissé ces mots pourrir dans un tiroir sombre pendant que son fils mourait sur une route pluvieuse. Robert se leva brusquement. La douleur dans sa poitrine était toujours là, mais maintenant, elle était mêlée à une urgence frénétique. Il ne pouvait pas rester assis là à pleurer. Il ne pouvait pas laisser Emily disparaître. Si cet enfant était sa petite fille, si cet enfant avait le sang de Charlie, alors Robert avait une dette à payer. Une dette qui ne se payait pas avec de l'argent, mais avec la vie. Il regarda vers la sortie du cimetière. C'était vide. Il n'y avait aucune trace d'elle. La panique le submergea. Où habitait-elle? Il n'avait pas demandé. Il ne connaissait pas son nom de famille. Il savait seulement qu'elle s'appelait Emily et que l'enfant avait 1 an aujourd'hui. Idiot, stupide, vieil homme arrogant, se cria-t-il, frappant sa cuisse avec un poing serré. Il avait eu l'opportunité dans la paume de sa main et l'avait écrasé. Mais Robert Maxwell n'était pas arrivé au sommet du monde des affaires en abandonnant. Son cerveau, entraîné à résoudre des crises impossibles, se mit à fonctionner à plein régime, traversant le brouillard de la douleur émotionnelle. « La voiture », murmura-t-il. « Dave. » Robert sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Il composa le numéro de son chauffeur personnel qui attendait à l'entrée principale du cimetière.
Dave, dit Robert, sa voix sonnant étrangement aiguë et désespérée. Dave, écoute attentivement. Une jeune femme vient de sortir, cheveux foncés. Elle porte un manteau gris et un bébé en rouge. L'as-tu vu? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Oui, monsieur Maxwell, répondit le chauffeur confus. Elle vient de passer devant la voiture. Elle se dirigeait vers l'arrêt de bus. Suis-la, cria Robert, oubliant toute étiquette. Ne la perds pas de vue. Démarre la voiture et suis-la, mais ne t'approche pas trop. Ne la laisse pas te voir. Mais monsieur, et vous? Je vous attendrai. Oublie-moi, rugit Robert, regardant la tombe de son fils une dernière fois, comme pour lui promettre quelque chose. Je sortirai à pied. Suis-la et dis-moi où elle habite. Si tu la perds, Dave, je te jure que tu peux dire adieu à ton travail et à ta vie dans cette ville. Vas-y. Il raccrocha le téléphone. Sa respiration était un soufflet cassé. Il était seul au milieu du cimetière, sans voiture, à des kilomètres de son manoir. Il devrait marcher jusqu'à la sortie, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, mais il s'en fichait. Il sentait une nouvelle énergie, sombre et douloureuse, mais vivante. Il regarda à nouveau la photo de Charlie. La lumière du soleil avait presque disparu, et le visage de son fils était dans l'ombre. « Si c'est vrai, » murmura Robert, touchant la pierre froide du bout des doigts. « Si cet enfant est à toi, Charlie, je te jure que je vais arranger ça, même si je dois ramper, même si je dois supplier. » Robert se retourna et commença à marcher vers la sortie. Il ne marchait pas avec l'arrogance d'avant. Il marchait vite, boitant légèrement, poussé par la peur terrifiante d'être arrivé trop tard au rendez-vous le plus important de sa vie. Le doute n'était plus corrosif. Maintenant, c'était le carburant qui le brûlait de l'intérieur, le forçant à bouger. Il devait trouver cette lettre et il devait trouver cet enfant. Le silence à l'intérieur de la Mercedes-Benz blindée était absolu, un vide artificiel conçu pour isoler ses occupants du bruit du monde extérieur. Mais Robert Maxwell ne ressentait aucune paix. Il ressentait de la claustrophobie. Il était assis sur le siège arrière en cuir couleur crème, les mains jointes sur les genoux, regardant par la fenêtre teintée le paysage urbain se transformer brutalement et grotesquement. Ils avaient laissé derrière eux les avenues bordées d'arbres, les immeubles de verre et les quartiers résidentiels protégés par de hauts murs et une sécurité privée. Maintenant, la voiture de luxe se déplaçait comme un vaisseau spatial extraterrestre dans des rues étroites et défoncées qui faisaient protester la suspension allemande. Les maisons ici n'avaient pas de jardin. Elles avaient des portails rouillés. Il n'y avait pas de silence. Il y avait de la musique forte, des chiens aboyant sur les toits, et des enfants courant parmi les ordures empilées au coin des rues. « Êtes-vous sûr que c'est ici, Dave ?» demanda Robert, sa voix un fil dénotant l'incrédulité et le dégoût. Il se sentait mal. L'idée que son sang, un Maxwell, respire cet air pollué, lui retournait l'estomac. « Oui, monsieur », répondit le chauffeur, regardant dans le rétroviseur avec inquiétude. « Je l'ai vu entrer dans cette maison verte au coin, la troisième à droite. Elle y est depuis 20 minutes. » Robert regarda la maison indiquée. C'était un petit bâtiment d'un seul étage, avec une peinture écaillée qui révélait la brique nue en dessous. Le toit était en tôle ondulée par endroits. À la fenêtre de devant, un vieux rideau s'agitait avec la brise. Ce n'était pas une maison selon les standards de Robert. C'était à peine un abri, un taudis. « Arrêtez-vous », ordonna Robert. « Mais ne vous approchez pas trop. Je ne veux pas qu'il nous voie pour l'instant. » La voiture s'arrêta doucement à une 50aine de mètres. Robert baissa légèrement la vitre électrique, juste assez pour que le bruit de la rue entre. Il entendit une radio lointaine, le cri d'un vendeur de rue. Et soudain, quelque chose qui le paralysa, le cri d'un bébé, sa petite fille. De sa position, il avait une vue directe sur la fenêtre de la maison. La lumière était allumée à l'intérieur, une faible lumière jaune. Il vit une ombre bouger. C'était Emily. Elle ne portait pas le manteau gris. Maintenant, elle portait un simple t-shirt et avait les cheveux détachés. Elle faisait les 100 pas avec l'enfant dans les bras, le berçant. Robert regardait, fasciné et horrifié, comme s'il regardait un documentaire sur une espèce différente. Il vit Emily s'arrêter devant un petit chauffage à gaz. Il la vit réchauffer un biberon, testant la température du lait sur son propre poignet avec un soin infini. Il la vit embrasser le front de l'enfant, 1, 2,
3 fois, en lui chuchotant des choses qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il pouvait imaginer. Il n'y avait pas de domestique, pas de nounou en uniforme, pas de chauffage central. Il n'y avait qu'elle, une femme seule contre le monde, essayant de calmer une créature au milieu de la précarité. « Charlie !» murmura Robert, sentant une douleur aiguë dans sa poitrine. « Comment as-tu pu permettre ça? Comment as-tu pu vivre comme ça ?» L'image de pauvreté digne que projetait Emily se heurtait violemment à la richesse misérable que Robert ressentait à ce moment-là. Il avait un manoir de 12 pièces qui était vide. Elle avait une boîte à chaussures remplie d'amour, et cela le mettait en fureur. Cela le mettait en fureur, parce que cela défiait sa logique. L'argent était censé acheter la sécurité, le bien-être, le bonheur, et il y avait cette femme sans un sou, donnant à sa petite fille quelque chose qu'il n'avait jamais donné à Charlie, une présence absolue. Mais son esprit d'homme d'affaires, froid et calculateur, transforma rapidement cette culpabilité en stratégie. Il ne pouvait pas laisser l'enfant là. C'était dangereux, c'était indigne, c'était une insulte au nom de la famille. Il devait la sortir de là. Et Robert Maxwell ne connaissait qu'une seule façon de résoudre les problèmes, en achetant la solution. « Dave, donnez-moi le chéquier de la boîte à gants, » dit Robert, durcissant son expression. Il essuya une larme traîtresse qui s'était échappée de son œil et retrouva son masque de fer. « Monsieur, vous allez entrer ?» demanda le chauffeur en lui tendant le chéquier en cuir. « C'est un quartier difficile. Je devrais vous accompagner, n'est-ce pas? »« Non, » le coupa Robert, mettant le chéquier dans la poche intérieure de sa veste comme s'il s'agissait d'une arme chargée. « C'est une affaire de famille, et je vais la régler tout de suite. Attendez ici avec le moteur en marche. Nous reviendrons avec l'enfant. » Les yeux de Dave s'écarquillèrent, mais il ne dit rien. Robert ouvrit la portière de la voiture. L'air extérieur sentait l'humidité et la friture. Ses chaussures italiennes touchèrent l'asphalte cassé. Il ajusta sa veste, releva le menton et se dirigea vers la maison verte. Il ne marchait pas comme un grand-père repentant. Il marchait comme un général allant négocier la reddition de l'ennemi. Il allait sauver sa petite fille, et si pour cela il devait écraser la fierté de cette femme avec une montagne de billets de banque, il le ferait sans hésiter. Les voisins assis sur les trottoirs se turent à son passage. Un homme en costume avec une montre en or et une allure aristocratique marchant dans ces rues était une anomalie. Il le regardait avec méfiance, avec hostilité. Robert sentit leur regard fixé sur son dos, mais il les ignora. Il n'avait qu'un seul objectif, la porte en bois délavée au bout du chemin. Il arriva à l'entrée. Il n'y avait pas de sonnette. Il frappa sur le bois avec ses phalanges. 3 coups secs et autoritaires. Toc, toc, toc. À l'intérieur, les pleurs du bébé cessèrent momentanément. On entendit des pas légers. Robert retint son souffle, préparant son discours, préparant son offre, préparant sa victoire. La porte s'ouvrit avec un grincement de charnière non huilée. Et elle était là, Emily. Emily ouvrit la porte, s'attendant à voir la voisine qui lui apportait parfois du pain sucré. Ou peut-être le propriétaire venant chercher le loyer en avance. Quand elle vit Robert Maxwell debout sur son seuil, remplissant l'encadrement de la porte de sa présence imposante et de son costume sombre, elle se figea. Sa première réaction fut instinctive. Elle fit un pas en arrière et ferma à moitié la porte, protégeant de son corps l'intérieur de la maison où Chloé dormait dans un parc d'occasion. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, mais chargée d'une alarme défensive. Son cœur battait la chamade. Il l'avait suivi. Il venait pour crier d'autres insultes. Il venait avec la police. Robert ne demanda pas la permission d'entrer. Il poussa simplement la porte doucement avec sa main, forçant Emily à reculer pour ne pas être heurtée. Il entra dans le petit salon comme s'il était chez lui. Ses yeux balayèrent l'espace avec une vitesse critique. Le canapé affaissé, les murs avec des taches d'humidité, la petite télévision ancienne, et au fond, le parc où l'enfant jouait avec un ours en peluche borgne. « C'est encore pire que ce que j'imaginais », dit Robert sans saluer, parlant en l'air. « Mon fils, mon sang, vivant dans ce taudis. » Emily retrouva son souffle et sa fureur, claqua la porte et se posta devant lui barrant le chemin vers l'enfant. « Sortez de chez moi », exigea-t-elle en montrant la porte. « Vous n'avez aucun droit d'envahir ma maison. Si vous ne partez pas tout de suite, je crierai. » Robert la regarda avec un calme exaspérant,
plongea la main dans sa poche et sortit son chéquier et un stylo en or. « Je ne suis pas venu pour me battre, jeune femme. Je suis venu pour négocier. » Son ton était celui des affaires. Froid, direct, sans émotion. J'ai vu l'enfant. J'ai vu ses yeux. Je sais que c'est la fille de Charlie. Emily se tendit. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si rapide ou si agressif. « Et alors, si c'est le cas, répondit-elle avec défi. Il y a 1 heure, elle était une bâtarde pour vous. Maintenant, qu'est-elle? Un trophée? Maintenant c'est une Maxwell, corrigea Robert, ouvrant le chéquier et le posant sur une petite table bancale. Et les Maxwell ne vivent pas dans des endroits où le toit s'effondre. Les Maxwell n'ont pas froid. Les Maxwell ne mangent pas de reste. Robert écrivit rapidement un chiffre sur le chèque, déchira le papier d'un son sec et le tendit à Emily. Elle ne le regarda même pas. « Regardez le chiffre, » insista Robert, agitant le papier devant son visage. « C'est plus d'argent que vous ne pourriez en gagner en 10 vies, en travaillant à ce que vous faites. C'est assez pour acheter une maison décente dans une autre ville, pour démarrer une entreprise, pour vivre comme une reine. »« Qu'est-ce que vous achetez ?» demanda Emily, ressentant un profond dégoût. Ses mains étaient serrées en poings serrés le long de son corps. La garde lâcha Robert comme s'il commandait un café. « Je veux l'enfant. Vous êtes jeune, Emily. Vous êtes jolie. Vous pouvez refaire votre vie. Vous pouvez vous marier, avoir d'autres enfants. Oubliez ce faux pas. Mais Chloé a besoin d'un avenir. Elle a besoin des meilleures écoles, des meilleurs médecins. Elle a besoin de voyager. Elle a besoin de relations. Vous ne pouvez lui offrir que de l'amour et de la pauvreté. Je peux lui offrir le monde. » Robert fit un autre pas, baissant la voix, essayant de paraître raisonnable, presque séduisant dans sa logique perverse. « Pensez-y. Si vous aimez vraiment cet enfant, ne soyez pas égoïste. Ne la condamnez pas à cette vie misérable juste pour votre fierté de mère. Laissez-la venir avec moi. Elle aura mon nom de famille. Elle sera mon héritière, et vous serez très riche et libre. » Le silence qui suivit fut dense, lourd. Emily regarda le chèque que Robert tenait. Elle vit les zéros. C'était une fortune, c'était vrai. Avec cet argent, elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter de payer la facture d'électricité ou d'acheter des couches. Elle pourrait se sauver. Robert vit son hésitation et sourit intérieurement. « Tout le monde a un prix, » pensa-t-il. « C'est toujours une question de trouver le bon chiffre. » Emily leva lentement la main. Robert pensa qu'elle allait prendre le chèque, mais au lieu de cela, Emily attrapa le poignet du millionnaire avec une force surprenante, repoussant le papier de son visage d'un geste sec. « Vous n'avez rien compris, » dit-elle d'une voix qui venait du plus profond d'elle-même, une voix vibrant de dignité blessée. « Vous croyez que parce que vous avez un compte en banque infini, vous pouvez acheter les gens? Vous pensez qu'être père, c'est signer des chèques, et qu'être grand-père, c'est payer des écoles? » Emily lâcha son poignet comme s'il la brûlait et recula vers le parc. Elle prit Chloé dans ses bras. L'enfant, voyant sa mère agitée, s'agrippa à son cou. « Regardez cet enfant, monsieur Robert. Regardez bien. » Emily tourna le bébé pour qu'il puisse la voir. Elle ne sait pas ce qu'est une Mercedes-Benz. Elle ne sait pas ce qu'est la marque Gucci, mais elle sait que quand elle pleure, je suis là. Elle sait que quand elle a faim, je la nourris. Elle sait que je suis son refuge. Vous dites que je suis égoïste, mais c'est vous l'égoïste. Emily marcha vers lui, le forçant à reculer vers la porte. Vous voulez l'acheter pour vous donner bonne conscience. Vous voulez l'acheter pour remplir le manoir vide que votre fils détestait. Vous voulez la transformer en un autre trophée, en une autre Maxwell froide et seule comme vous. Eh bien non. Emily attrapa le chèque que Robert tenait toujours. Le déchira en 2, puis en 4, et laissa les confettis de papier millionnaire tomber aux pieds polis du vieil homme. « Ma fille n'est pas à vendre, ni pour 1 million, ni pour tout l'or du monde. Charlie m'avait prévenu que vous aviez une pierre à la place du cœur, et aujourd'hui vous l'avez confirmé. Je préfère que ma fille mange du pain sec avec moi, mais sache ce qu'est l'amour, plutôt que de manger du caviar avec vous et de mourir de froid à l'intérieur. » Robert resta là, fixant les morceaux de papier sur le sol sale. Son cerveau ne pouvait pas traiter l'information. Personne n'avait jamais déchiré son chèque. Personne n'avait dit non à autant d'argent. Il se sentit petit. Il se sentit ridicule, debout là dans son costume cher au milieu de cette pièce pauvre. « Vous faites une erreur, » balbutia Robert, mais sa voix n'avait plus de force.
Son autorité lui avait échappé. Vous le regretterez quand elle grandira et vous demandera pourquoi elle n'est pas riche. Que lui direz-vous? Je lui dirai la vérité, répondit Emily, en ouvrant grand la porte. Je lui dirai que son grand-père était un homme si pauvre qu'il n'avait que de l'argent, et que je l'aimais assez pour la sauver de lui. Emily montra la rue sombre. Partez, et ne revenez jamais. Si vous vous approchez encore de nous, j'appellerai la police. Et cette fois, ce ne sera pas pour avoir envahi un cimetière. Ce sera pour harcèlement. Robert regarda Emily une dernière fois. Il vit dans ses yeux une force qu'il n'avait jamais possédée, même dans ses meilleures années de requin de la finance. Il vit la force d'une mère. Il baissa la tête, vaincu pour la première fois de sa vie, et sortit dans la nuit humide et bruyante. La porte se referma derrière lui, avec un bruit sourd et définitif. Le bruit du verrou qui glisse était comme le bruit d'une cellule qui se ferme. Mais la cellule n'était pas la maison d'Emily. La cellule était le monde de Robert. Il se tenait sur le trottoir, seul, tandis que le moteur de la Mercedes ronronnait au loin, attendant de le ramener dans sa cage dorée. Robert resta là, fixant le bois éclaté de la porte fermée. Ce n'était pas une porte blindée, ni en acajou sculpté, ni avec des serrures intelligentes comme celle de son manoir. C'était une simple planche de pin peinte en verre bon marché, une barrière physique ridiculement fragile, qui semblait pourtant à ce moment-là plus impénétrable que le coffre de la banque de réserve. À ses pieds, les morceaux du chèque millionnaire gisaient éparpillés sur le ciment sale de l'entrée, se mêlant à la poussière et aux feuilles sèches. C'étaient les confettis d'un échec monumental. Pour la première fois en 50 ans de vie professionnelle, son argent n'avait pas seulement été rejeté, il avait été traité comme un déchet. Le silence qui suivit le claquement de la porte fut absolu, rompu seulement par l'aboiement lointain d'un chien errant et le bourdonnement électrique d'un lampadaire défectueux qui clignotait au-dessus de sa tête, projetant des ombres intermittentes qui le faisaient ressembler à un fantôme tremblant. Robert essaya de bouger, essaya de se retourner et de marcher vers la voiture avec la dignité qui lui restait. Mais ses pieds semblaient faits de plomb. Il sentit une pression brutale dans sa poitrine, un mélange d'indigestion et de panique. « Monsieur !» La voix de Dave, son chauffeur, retentit derrière lui, chargée d'une prudence craintive. L'homme était sorti de la voiture, voyant que la situation se prolongeait, rompant le protocole par pure préoccupation humaine. « Est-ce que ça va? Avez-vous besoin de... » Robert leva une main pour le faire taire. Il ne voulait pas de compassion, il ne voulait pas de témoin, mais Dave avait déjà tout vu. Il avait vu Robert Maxwell, le requin de la finance, être expulsé d'un bidonville de banlieue par une jeune femme en t-shirt. À la voiture, ordonna Robert d'une voix qui ressemblait à du papier de verre sur de la pierre. Il ne regarde pas son employé. Il ne regarde pas les voisins qui, maintenant plus audacieux, regardaient depuis leurs fenêtres et leurs portes, murmurant entre eux, montrant du doigt le vieil homme riche qui était venu troubler leur paix. Robert se pencha. C'était un mouvement douloureux, ses genoux arthritiques craquant. Un geste qui tacha le bas de son pantalon sur mesure avec la poussière du sol. Avec des mains tremblantes, il ramassa l'un des morceaux du chèque déchiré. Ce n'était qu'un fragment de papier bleuté, mais il contenait une partie de sa signature. Il le serra dans son poing jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, ses ongles s'enfonçant dans la paume de sa main. Ce papier était la preuve de sa stupidité. Il marcha vers la Mercedes-Benz noire comme un homme marchant vers l'échafaud. En entrant dans la voiture, le contraste fut violent. L'odeur de cuir neuf, la climatisation parfaitement régulée, le silence hermétique, tout ce qui représentait auparavant son succès, lui semblait maintenant une moquerie. Le luxe était froid, le luxe était mort. Dans cette maison verte avec l'odeur d'humidité et de lait chaud, il y avait de la vie. Ici, il n'y avait que de l'isolement. « Au manoir, monsieur ?» demanda Dave, regardant dans le rétroviseur. Ses yeux montraient une pitié qui brûlait Robert comme de l'acide. « Oui, au manoir », répondit Robert, fermant les yeux et appuyant sa tête contre le siège. « Et Dave, éteignez la radio. Je ne veux rien entendre. » Le trajet du retour fut une torture psychologique. Alors que la voiture glissait doucement dans les rues défoncées du quartier, Robert ne pouvait s'empêcher de voir des images de ce qu'il laissait derrière lui. Il vit un jeune père portant son enfant sur ses épaules au coin de la rue, riant en achetant de la nourriture de rue. Il vit un couple de personnes âgées,
assis sur des chaises en plastique sur le trottoir, se tenant la main sans rien de matériel autour d'eux, mais avec une paix sur leur visage que Robert n'avait pas ressentie même pendant ses meilleures vacances à Monaco. Ils ont tout, pensa-t-il, et la pensée provoqua un vertige nauséeux, et je n'ai rien. La ville défilait par la fenêtre comme un film flou. Les banlieues pauvres laissèrent place aux zones commerciales, puis aux avenues exclusives. Les murs devinrent plus hauts, les arbres plus taillés, les lumières plus vives, mais plus il se rapprochait de son monde, plus il se sentait petit. Il se souvint du visage d'Emily. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. À la fin, il y avait de la pitié. « C'est vous l'égoïste », lui avait-elle dit. La phrase rebondissait sur les murs de son crâne. Elle avait raison. Toute sa vie avait été une construction égoïste. Il avait accumulé des richesses pour se sentir en sécurité, pour contrôler les autres, pour que personne ne puisse le blesser. Et dans le processus, il était devenu une île déserte. « Charlie !» murmura-t-il dans l'obscurité de la voiture. L'image de son fils lui revint, mais cette fois, ce n'était pas le souvenir idéalisé de l'héritier parfait. C'était le souvenir du dernier dîner de Noël qu'ils avaient partagé. Charlie avait essayé de lui parler de ses peintures, de son art, et Robert avait passé la nuit à regarder son téléphone, vérifiant les cours de la bourse à Londres. Il se souvint du regard de Charlie cette nuit-là, un regard de résignation. Son fils avait cessé d'essayer de se connecter avec lui bien avant de mourir. Son fils avait compris que pour Robert, l'amour était une transaction, et c'est pourquoi il était parti. C'est pourquoi il avait cherché refuge dans les bras d'une femme qui n'avait rien à lui offrir d'autre qu'un cœur qui bat. La voiture s'arrêta devant l'immense portail en fer forgé de la résidence Maxwell. Les portes s'ouvrirent lentement, automatiquement, fantomatiques. L'allée était flanquée de cyprès parfaits, de statues de pierre et de fontaines illuminées. C'était beau, c'était impressionnant. C'était un cimetière pour les vivants. Robert sortit de la voiture avant que Dave ne puisse lui ouvrir la porte. Il avait besoin d'air, mais l'air là-haut, sur la colline des riches, était rare et stérile. « Vous pouvez partir, Dave, » dit-il sans se retourner. « Prenez la voiture. Je ne veux pas la voir ici. Je ne veux rien voir qui me rappelle qui je suis. » Le chauffeur hocha la tête, confus et effrayé par le ton défait de son patron, et se dirigea vers le garage. Robert resta seul devant l'immense double porte en chêne de sa maison. Il chercha ses clés. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui fallut près d'1 minute pour trouver la serrure. Quand le mécanisme cliqua enfin et que la porte s'ouvrit, le son résonna comme un coup de feu dans la nuit silencieuse. Il entra, et l'obscurité de la maison l'avala tout entier. Le manoir était faiblement éclairé. Robert n'autorisait jamais le personnel à laisser les lumières allumées inutilement. C'était l'une de ces nombreuses règles absurdes sur la discipline et le contrôle. Maintenant, cette obscurité semblait oppressante, dense, comme si les ombres dans les coins étaient vivantes et l'observaient. Ses pas résonnèrent sur le marbre du hall d'entrée. Toc, toc, toc. Un son solitaire, rythmé, pathétique. Monsieur Maxwell. La voix de Morin, la gouvernante, sortit de nulle part, le faisant sursauter. La femme apparut du couloir de service, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait servi un tyran pendant 30 ans. « Nous ne vous attendions pas si tôt. Voulez-vous que je serve le dîner ?» Robert la regarda. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Il vit les rides autour de ses yeux, les cheveux gris s'échappant de son chignon, sa posture voûtée. Morin était là quand Charlie est né. Morin avait nettoyé les genoux écorchés de l'enfant quand il était tombé de son vélo, parce que la mère de Charlie était au club et Robert au bureau. Morin avait plus pleuré aux funérailles que n'importe lequel des partenaires de l'entreprise. « Non !» dit Robert. Sa voix se brisa et il dut s'éclaircir la gorge pour reprendre le contrôle. « Je n'ai pas faim, Morin. J'ai préparé votre soupe préférée, monsieur, et le poisson à la vapeur. Tout est prêt. »« J'ai dit non !» cria Robert, et le cri se répercuta sur les hauts murs du hall, faisant vibrer les cristaux du lustre. Morin recula d'un pas, surprise, habitué à ses accès de colère, mais surprise par le désespoir brut de ce cri particulier. Robert leva une main sur son visage, couvrant ses yeux. « Pardon » murmura-t-il. Le mot semblait étrange sur sa langue. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était excusé auprès d'un employé. « Je suis désolé, Morin. Allez vous reposer. S'il vous plaît, partez. Laissez-moi seul. » La femme le regarda étrangement,
hocha lentement la tête et disparut dans l'ombre du couloir, le laissant seul avec son écho. Robert se dirigea vers le grand salon. Il s'affaissa dans son fauteuil en cuir préféré, devant la cheminée éteinte. La pièce était énorme, décorée de peintures originales d'artistes célèbres, de tapis persans et de sculptures anciennes. Tout était immaculé. Il n'y avait pas un grain de poussière. Rien n'était déplacé. Et c'était ça qui était terrible. C'était une maison de magazine, pas un foyer. Chez Emily, il y avait des jouets par terre. Il y avait l'odeur de la nourriture. Il y avait du désordre. Ici, l'ordre était mortel. Il sortit de sa poche le morceau de chèque froissé qu'il tenait toujours. Il le lissa sur son genou. Le clair de lune entrait par la grande fenêtre, illuminant le papier déchiré. « Ma fille n'est pas à vendre », avait dit Emily. Robert ferma les yeux, et dans l'obscurité de son esprit, il revit les yeux de l'enfant, ses yeux vairons. L'œil bleu le jugeait avec la froideur de la vérité. L'œil brun le regardait avec la chaleur de la terre qu'il avait méprisée. Il sentit un pincement à l'estomac, une faim qui n'était pas pour de la nourriture. Il se leva, poussé par un besoin masochiste, et se dirigea vers l'escalier. Il monta les marches lentement, se tenant à la rampe comme un vieil homme décrépit. Il n'alla pas dans sa chambre. Ses pieds le portèrent presque sans sa permission jusqu'au bout du couloir du deuxième étage. La porte était fermée. Elle était toujours fermée. C'était la chambre de Charlie. Robert posa la main sur la poignée de la porte. Elle était fermée à clé. Il entra. L'air à l'intérieur était vicié, préservé comme une capsule temporelle. Tout était exactement comme Charlie l'avait laissé il y a 5 ans. Le lit était défait. Robert avait interdit à Maureen de le faire, dans un geste de deuil rare et macabre. Les pinceaux secs sur le bureau, les croquis scotchés au mur, les vêtements jetés sur une chaise. Ça sentait la térébenthine et la vieille poussière. Robert alluma la petite lampe de bureau. La lumière jaune illumina le chaos créatif de son fils. Et là, au milieu de ce désordre, Robert vit l'homme que son fils avait été. Pas le cadre qu'il voulait modeler, mais l'artiste sensible, le rêveur. Il vit des croquis de visages, beaucoup de visages, et soudain son cœur s'arrêta. Dans l'un des carnets ouverts sur la table, il y avait un dessin au fusain. C'était un portrait rapide, fait de traits pleins d'amour. C'était le visage d'une femme aux cheveux attachés et au sourire doux. C'était Emily, et sous le dessin, une date et une phrase écrite de la main hâtive de Charlie. Emily est la nouvelle. Je vais être papa. J'ai peur, mais c'est la peur la plus heureuse de ma vie. J'aimerais pouvoir le lui dire sans qu'il soit déçu. Robert laissa échapper un gémissement qui sembla lui arracher quelque chose de la gorge. Il tomba à genoux devant le bureau, serrant le carnet comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. « Tu savais », pleura Robert. Des larmes chaudes et épaisses commencèrent à tomber sur le papier, maculant le fusain. « Tu voulais me le dire. Tu voulais le partager avec moi. » Il relut la phrase encore et encore, sans qu'il soit déçu. C'était l'héritage qu'il avait laissé à son fils, la peur de la déception. Charlie n'avait pas caché sa famille par méchanceté. Il les avait cachés pour les protéger du jugement de son père, pour protéger Emily et l'enfant du même poison que Robert avait craché cet après-midi-là au cimetière. « Je suis un monstre », dit Robert à la pièce vide. La vérité s'abattit sur lui avec le poids d'une pierre tombale. « J'ai tué notre relation. Je l'ai repoussé. Et aujourd'hui, j'ai failli perdre la seule chose qui restait de lui. » Par la même arrogance, le millionnaire s'effondra sur le sol, serrant le carnet de croquis, entouré des fantômes de ses erreurs. Il pleura comme il n'avait pas pleuré aux funérailles. Il pleura avec des sanglots étouffés, frappant le sol de son poing. Il pleura pour les années perdues, pour les étreintes non données, pour les mots de fierté qu'il avait ravalés. Il pleura parce qu'il avait des millions à la banque, mais il était l'homme le plus pauvre de la terre. La nuit avançait, couvrant le manoir d'un manteau de silence. Mais dans cette pièce, un vieil homme mourait. Le Robert implacable, le tyran, l'homme d'affaires, se vidait de son sang sur le parquet, et au milieu des décombres de son ego brisé, quelque chose de nouveau, de fragile et de douloureux, commençait à naître. Robert leva les yeux vers le grand miroir dans le coin de la pièce. Il vit son reflet, un vieil homme avec un costume froissé, les yeux rouges, un visage taché de larmes et de poussière. Il se vit pathétique, mais pour la première fois depuis des décennies, il se vit réel. Plus jamais,
murmura-t-il, en se relevant avec difficulté. Tous ses os lui faisaient mal, mais son esprit était étrangement clair. Plus d'argent, plus de chèques, plus de fierté. Il regarda une dernière fois le dessin d'Emily. « Demain, se promit-il à lui-même et au fantôme de son fils, demain, je n'irai pas en tant que Monsieur Robert. Demain, j'irai en tant que ton père. Et si je dois m'agenouiller dans la boue, pour qu'elle me pardonne, je m'agenouillerai jusqu'à ce que des racines me poussent. » Il éteignit la lumière dans la chambre de Charlie, mais il ne ferma pas la porte. Il la laissa entr'ouverte. Une invitation, un changement. Il entra dans le couloir sombre, non pas pour dormir, mais pour planifier la bataille la plus difficile de sa vie. La bataille pour gagner le droit d'être une famille, non pas avec un chéquier, mais avec un cœur nu à la main. La vraie rédemption était sur le point de commencer, et il savait qu'elle lui coûterait bien plus que sa fortune. Elle lui coûterait sa fierté. Le ciel au-dessus de la ville s'était complètement refermé, transformant le jour en un crépuscule gris et lourd qui menaçait d'étouffer le monde. Plus de 24 heures s'étaient écoulées depuis l'incident au cimetière. Mais pour Robert Maxwell, une vie entière était passée. La pluie commença à tomber peu après midi, d'abord comme un doux avertissement, puis comme une punition biblique. Les rues devinrent des rivières d'eau sale, et la circulation s'arrêta, paralysée par la tempête. Mais rien de tout cela n'arrêta Robert. Cette fois, il n'y avait pas de Mercedes-Benz blindé, pas de chauffeur en uniforme lui ouvrant la porte. Robert avait congédié Dave pour la journée avec un ordre sec. Personne ne m'accompagne. Il avait pris un taxi jaune au coin de son manoir, un vieux véhicule qui sentait le tabac et le désodorisant bon marché. Le chauffeur l'avait regardé étrangement dans le rétroviseur. Un vieil homme habillé de vêtements sombres et simples, sans montre en or, sans cravate, son visage marqué par une nuit d'insomnie et de pleurs, demandant à aller dans l'une des banlieues les plus humbles. Le taxi le déposa à 2 rues de la Maison Verte. L'eau lui arrivait aux chevilles. Le Robert d'hier aurait crié, aurait exigé un tapis rouge, ou aurait fait demi-tour, dégoûté par la boue qui tachait ses chaussures. Le Robert d'aujourd'hui ne baissa même pas les yeux. Il ne regardait que devant lui, vers la petite structure de briques et de tôle ondulée, visible à travers le rideau de pluie. Il marcha. L'eau froide trempa ses cheveux argentés en quelques secondes, collant sa chemise à son corps, le glaçant jusqu'aux os, tremblant, non pas de froid, mais de la terreur absolue d'être rejeté. Il arriva à la porte en bois délavé, cette porte qui hier lui avait été claquée au nez, avec tant de dignité. Il s'arrêta devant elle. Sa main, ridée et mouillée, se leva pour frapper sur le bois. Il hésita. Le grand homme d'affaires qui avait conclu des accords de plusieurs millions de dollars avec une signature n'avait maintenant pas le courage de frapper à une porte en pin. Et si elle n'ouvre pas, pensa-t-il, son cœur battant dans sa gorge. Et si elle appelle la police comme elle l'a promis, je le mérite. Je mérite d'être traîné d'ici. Mais alors, il toucha la poche intérieure de sa veste trempée. Là, enveloppé dans 3 sacs en plastique pour le protéger de l'eau, se trouvait le carnet de croquis de Charlie, son sauf-conduit, sa confession. Il frappa. Toc toc toc. Le son était faible, presque étouffé par le bruit de la pluie frappant le toit en tôle ondulée. Il attendit 1 minute, 2 minutes. Personne n'ouvrit. Le désespoir commença à lui ronger la poitrine. Il frappa à nouveau, un peu plus fort, appuyant son front contre le bois humide. « S'il vous plaît », murmura-t-il. « S'il vous plaît, Emily. » On entendit le bruit du verrou. Robert se redressa, essayant d'avoir l'air humain, essayant d'effacer l'image du monstre qu'il avait été hier. La porte s'ouvrit de quelques centimètres seulement. La chaîne de sécurité était mise. Le visage d'Emily apparut dans l'entrebâillement. Ses yeux étaient fatigués, cernés. En voyant qui c'était, son expression se durcit instantanément. Il n'y avait pas de peur cette fois, seulement un profond agacement. « Je vous ai dit que si vous reveniez, j'appellerai la police », dit-elle d'une voix sèche. Elle fit mine de fermer la porte. Non. Robert mit ses doigts dans l'encadrement de la porte. Un geste désespéré et dangereux. Si elle avait poussé, elle lui aurait cassé la main. « Attendez, je ne suis pas venu pour me battre. Je ne suis pas venu pour acheter quoi que ce soit. » Emily arrêta l'élan de la porte, mais n'enleva pas la chaîne. Elle le regarda de haut en bas. Elle vit l'homme trempé, l'eau dégoulinant de ses cheveux sur son visage, tremblant de froid, sans son costume de pouvoir, sans son arrogance.
Il ressemblait à un chien errant qui avait perdu son chemin. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sans adoucir son ton. « Êtes-vous venu insulter ma maison à nouveau? 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 Je suis venu m'excuser, dit Robert. Sa voix se brisa en plein milieu de la phrase. Ce n'était pas un discours répété. C'était un gémissement. Emily cligna des yeux, surprise. Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par la pluie torrentielle. Les excuses sont gratuites, monsieur Robert, mais la confiance ne l'est pas. Retournez à votre manoir. Il n'y a rien pour vous ici. J'ai quelque chose. Robert lutta avec la poche de sa veste, ses doigts maladroits de froid, alors qu'il sortait le paquet emballé dans du plastique. J'ai quelque chose qui est à vous. Quelque chose de Charlie. Quelque chose qu'il voulait que vous ayez. Emily regarda le paquet dans ses mains. La mention du nom de Charlie la désarma. La curiosité et la douleur se mêlèrent dans son regard. Lentement, très lentement, elle enleva la chaîne de sécurité, ouvrit la porte, mais resta sur le seuil, bloquant le passage. Robert n'essaya pas d'entrer. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui brisa le dernier fragment de son ego. Là, dans la petite entrée en béton, sous la pluie qui tombait du toit sans avant-toit, le grand Robert Maxwell plia les genoux. Il s'agenouilla. Il se moquait de la boue. Il se moquait de la douleur dans ses articulations. Il s'agenouilla devant la femme qu'il avait traitée de profiteuse. Il s'agenouilla devant la mère de sa petite fille. Emily porta une main à sa bouche, étouffant un cri de surprise. Elle recula d'un pas, choquée. « Qu'est-ce que vous faites » murmura-t-elle. « Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. »« Non, » dit Robert en levant les yeux. Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. « Regardez-moi, Emily. Regardez-moi bien. Je ne suis pas le propriétaire du monde. Je suis un vieil homme stupide qui a perdu son fils par orgueil. Je suis un homme pauvre, qui hier vous a offert de l'argent parce que c'est la seule chose que je sais donner, parce que je n'ai pas d'âme. » Robert tendit le carnet, enlevant maladroitement le plastique mouillé. Il l'ouvrit à la page marquée. Le papier était un peu humide sur les bords, mais le dessin au fusain était intact. Le visage d'Emily souriait depuis le papier, dessiné avec l'amour que seul Charlie savait capturer. « J'ai trouvé ça hier soir dans sa chambre », sanglota Robert, lui offrant le carnet comme si c'était son propre cœur. Il vous aimait. Il vous aimait vraiment. Et il avait peur de me le dire parce qu'il savait. Il savait que je gâcherais tout. Et il avait raison. J'ai tout gâché. Même après sa mort, j'ai failli tout gâcher. Emily prit le carnet, les mains tremblantes. Elle regarda le dessin, reconnut l'écriture de Charlie en dessous. J'ai peur, mais c'est la peur la plus heureuse de ma vie. Un sanglot s'échappa de la gorge d'Emily. Elle pressa le carnet contre sa poitrine, fermant les yeux. Elle sentit Charlie dans cette pièce, dans ce dessin, dans la pluie. « Je ne veux pas la garde », continua Robert, parlant vite, désespérément pour qu'elle comprenne. « Je ne veux pas vous l'enlever. Elle est à vous. Vous êtes sa mère. C'est vous qui l'avez gardée en vie et heureuse pendant que je pourrissais dans mon argent. Je veux juste, mon Dieu, je veux juste que vous sachiez que j'avais tort. Et si un jour, dans très longtemps, vous pouvez trouver 1 milligramme de pitié dans votre cœur pour me laisser la voir. Juste la voir. Je vous en remercierai jusqu'au jour de ma mort. » Robert baissa la tête, vaincu, attendant le claquement final de la porte. Il était à genoux dans la flaque d'eau, détruit, exposé. Il avait rendu toutes ses armes. Il n'était plus l'ennemi. Il n'était qu'un grand-père suppliant pour une miette de famille. Le temps sembla s'arrêter. Robert garda la tête baissée, sentant l'eau froide couler dans son dos, attendant la sentence. Il entendit la respiration agitée d'Emily, entendit le papier du carnet se froisser contre sa poitrine. Puis il sentit un contact. Ce n'était pas un coup, ce n'était pas une poussée. C'était une main chaude et petite qui se posa doucement sur son épaule trempée. Robert leva les yeux. Emily pleurait. Mais ce n'était pas des larmes de rage, c'était des larmes de libération. Elle le regardait non pas comme le millionnaire qu'elle détestait, mais comme le père brisé de l'homme qu'elle aimait. « Levez-vous, monsieur Robert, dit-elle, la voix douce. Brisé. Charlie ne voudrait pas vous voir comme ça. Il vous aimait. Malgré tout,
Il a toujours espéré que vous appelleriez. Je ne le mérite pas, murmura-t-il, incapable de bouger. Personne ne mérite rien, répondit Emily en tirant son bras pour l'aider à se relever. Mais Chloé mérite un grand-père, et Charlie mérite que son père connaisse sa fille. Emily s'écarta, laissant l'espace libre dans l'encadrement de la porte. « Entrez, dit-elle. Vous êtes trempé. Vous allez tomber malade. » Robert se leva en trébuchant. Il regarda à l'intérieur de la maison. Elle ne ressemblait plus à un taudis sombre et pauvre. Elle ressemblait à un sanctuaire. Elle ressemblait à l'endroit le plus chaleureux de la terre. Il fit un pas hésitant et franchit le seuil. La chaleur du petit chauffage le frappa immédiatement, contrastant avec le froid sur sa peau. Ça sentait la poudre pour bébé et le café fraîchement préparé. Emily ferma la porte derrière lui, laissant dehors la tempête, le bruit, le monde cruel. « Attendez ici, » dit-elle en montrant le canapé affaissé qu'il avait méprisé hier. « Je vais vous chercher une serviette, et je vais l'amener. » Robert resta au milieu de la pièce, dégoulinant d'eau sur le sol en béton poli, mais il n'osa pas s'asseoir. Il sentait qu'il salirait tout avec sa présence. Il regarda autour de lui avec des yeux neufs. Il vit des photos de Charlie scotchées au mur, des photos qu'il n'avait jamais vues, Charlie riant dans un parc, Charlie peignant une fresque murale, Charlie embrassant Emily avec un ventre rond. Il était heureux, pensa Robert, et une paix douloureuse inonda sa poitrine. Sans mon argent, sans mon approbation, il était heureux. Emily revint avec une serviette blanche usée mais propre et la lui tendit. Robert s'essuya le visage et les mains, se sentant indigne d'un tel soin. Et puis Emily se tourna vers le parc dans le coin de la pièce. « Chloé, mon amour, » murmura-t-elle en prenant l'enfant. « Regarde qui est là. » Robert retint son souffle. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'il n'éclate. Emily s'approcha avec l'enfant dans les bras. La petite portait une grenouillère en coton jaune. Ses cheveux étaient en désordre et ses joues étaient roses de sommeil. Et il y avait les yeux. Chloé le regarda, l'œil brun et l'œil bleu fixés sur lui. Il n'y avait aucun jugement dans ce regard. Il n'y avait aucun ressentiment pour les insultes d'hier. Seulement une curiosité pure, innocente, absolue. L'enfant tendit une petite main potelée vers lui, fasciné par le reflet argenté de ses cheveux mouillés. « Bonjour, » dit Robert. Sa voix était un fil fin, tremblant, doux, une voix qu'il n'avait pas utilisée depuis que Charlie était bébé. « Bonjour, petite. » Emily fit un autre pas, brisant la dernière barrière de sécurité. « Voulez-vous la tenir ?» Robert la regarda, paniqué. « Je suis mouillé. Je suis sale. »« Je ne sais pas. C'est votre petite fille, Robert, » dit Emily, l'appelant par son prénom pour la première fois. Sans le monsieur ou le titre, juste l'homme. Elle ne voit pas vos vêtements. Elle vous voit. Avec des mains qui tremblaient violemment, Robert tendit les bras. Emily y déposa doucement l'enfant. Le poids était léger, mais il lui sembla qu'on lui avait donné l'univers entier. Chloé se blottit instinctivement contre sa poitrine, attrapant le revers de sa veste mouillée avec sa petite main. Robert ferma les yeux et enfouit son nez dans les cheveux doux de l'enfant. Ça sentait la vie, ça sentait l'avenir, ça sentait le pardon. Un sanglot profond et guttural s'échappa de sa poitrine. Robert pleura. Il pleura, tenant sa petite fille, la berçant maladroitement. Il sentit la glace qui avait recouvert son cœur pendant 5 ans se briser, fondre, se dissoudre en larmes chaudes. « Pardonne-moi, Charlie, » murmura-t-il contre la petite tête de l'enfant. « Pardonne-moi, mon fils. Je te promets. Je jure sur ma vie. Je ne la laisserai pas tomber. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. » Emily regardait la scène à quelques pas de là, les bras croisés et les larmes coulant sur ses joues. Elle voyait l'homme puissant, réduit à son essence, un grand-père aimant sa petite-fille. Elle voyait la rédemption se produire sous ses yeux. Chloé, sentant la vibration des pleurs du vieil homme, leva les yeux et toucha sa joue mouillée avec ses petits doigts, comme pour sécher ses larmes. Robert ouvrit les yeux et la regarda à travers le voile à queue. L'œil bleu de l'enfant semblait briller de sa propre lumière, comme si Charlie lui faisait un clin d'œil depuis l'au-delà, en disant « Il était temps, papa, il était temps ». Dans cette petite pièce humble, tandis que la pluie s'abattait furieusement contre les fenêtres, le contrat le plus important de la vie de Robert Maxwell fut signé. Il n'y avait pas d'avocat, pas de signature, pas de clause. Il n'y avait qu'une étreinte, un silence partagé, et la promesse tacite
qu'à partir de ce moment, l'argent cesserait d'être roi, laissant la place à quelque chose de bien plus puissant, la famille. La pluie avait cessé, laissant derrière elle l'odeur incomparable de la terre mouillée et d'une propreté profonde. Cet arôme qui ne reste qu'après une tempête qui a lavé tout ce qui est vieux. Dans le petit salon de la Maison Verte, le temps avait recommencé à courir, mais avec un rythme différent. Robert Maxwell, l'homme qui faisait trembler les bourses d'un seul appel, était assis sur le bord du canapé affaissé, une serviette sur les épaules et une tasse de café chaud dans les mains. Ce n'était pas le meilleur café du monde. C'était de l'instantané, servi dans une tasse ébréchée, qui disait « Souvenir de la Gold Coast ». Mais pour Robert, il avait le goût de la gloire. Il avait le goût du pardon. Chloé s'était endormie dans ses bras il y a 20 minutes. Le poids de l'enfant contre sa poitrine était une ancre qui le maintenait à la réalité, empêchant son esprit de s'envoler vers les soucis vides de sa vie antérieure. Emily était assise en face de lui sur une chaise en bois, l'observant avec un mélange de prudence et d'espoir. « Je dois y aller », murmura Robert, bien que chaque fibre de son corps lui crie de rester. « Mon chauffeur doit me chercher dans toute la ville, et je ne veux pas l'inquiéter davantage. Je vais vous appeler un taxi, » dit Emily en se levant. « Non », Robert l'arrêta d'un geste doux. « Avant de partir, Emily, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un caprice d'un vieil homme triste. Je ne vais pas disparaître demain. Je ne vais pas retourner dans ma tour d'ivoire et oublier que cela s'est produit. » Emily le regarda attentivement. « Les mots sont beaux, Robert, mais les actions construisent des ponts. Charlie me l'a appris. Je sais, et je vais construire ce pont, pierre par pierre. Pas avec de l'argent, mais avec présence. » Robert regarda l'enfant endormi, puis Emily. « Je ne vais pas vous offrir un manoir aujourd'hui. Je ne vais pas vous insulter avec des luxes que vous n'avez pas demandés. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de réparer le toit. J'ai vu les fuites en entrant. Charlie ne voudrait pas que sa fille dorme sous l'humidité. Laissez-moi faire ça, en tant que grand-père, pas en tant que millionnaire. » Emily sourit. C'était un petit sourire, timide mais sincère. « Le toit, c'est bien, » accepta-t-elle. « Le toit, ça me semble bien. » Robert se leva prudemment pour ne pas réveiller Chloé et la déposa doucement dans le parc. En la posant, il sentit un vide physique immédiat, un besoin de la tenir à nouveau. Il lissa sa veste humide et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Merci, » dit-il, la voix brisée. « Merci de ne pas m'avoir fermé la porte. Merci de m'avoir sauvé. » Il sortit dans la nuit fraîche. En marchant vers l'avenue pour trouver un transport, Robert Maxwell n'eut pas froid. Il sentit pour la première fois en 5 ans qu'il avait une vraie raison de se réveiller le lendemain. 3 mois plus tard, le bureau de Robert au 40e étage du gratte-ciel de l'entreprise avait changé. Pas dans sa structure. Il avait toujours la vue panoramique sur la ville et les meubles design, mais dans son essence. Le bureau, autrefois clair et stérile comme une table d'opération, avait maintenant un cadre photo bon marché dans un coin. Sur la photo, une fillette d'1 an souriait, la bouche barbouillée de gâteau, et à côté d'elle, un vieil homme aux cheveux en désordre riait de bon cœur. Sa secrétaire, une femme qui avait travaillé pendant 15 ans dans la peur d'être renvoyée pour avoir respiré trop fort, entra avec une pile de documents. « Monsieur Maxwell, les avocats pour la fusion avec le groupe asiatique sont en ligne. Disent que c'est urgent, et vous avez la réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. » Robert ne leva même pas les yeux de ce qu'il faisait. Il regardait un catalogue de jouets éducatifs. Dites aux avocats d'attendre, ou mieux encore, dites-leur de parler au vice-président et annuler la réunion du conseil. La secrétaire se figea, pensant avoir mal entendu. « Mais monsieur, c'est le bilan trimestriel. Vous n'en avez jamais manqué un. »« Eh bien, je manquerai celui-ci, » dit Robert, en fermant le catalogue et en se levant. Il prit sa veste du porte-manteau. « J'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire. Ma petite fille a sa première leçon de natation à 4 heures, et j'ai promis d'être là pour la voir barboter. Monsieur, êtes-vous sûr? Les actionnaires seront contrariés. » Robert s'arrêta à la porte. Il sourit, et la secrétaire remarqua que les lignes dures autour de sa bouche s'étaient adoucies. « Martha, j'ai passé 40 ans à m'inquiéter de ce que pensent les actionnaires, et à la fin de la journée, les actionnaires ne pleureront pas à mon enterrement. Ma famille, si. Alors s'ils sont contrariés, dites-leur de vendre leurs actions.
Je vais à la piscine. Il quitta le bureau en sifflotant. Oui, en sifflotant. Le son voyagea dans les couloirs silencieux de l'entreprise comme une révolution. Le requin était parti. Le grand-père était arrivé. 1 an plus tard, scène finale. Le cimetière était baigné d'une lumière dorée. Cette lumière spéciale des après-midi de printemps qui rend tout éternel. Les arbres, qui 1 an auparavant semblaient être les gardiens sombres d'un lieu interdit, se balançaient maintenant doucement dans le vent, projetant des ombres dansantes sur la pelouse immaculée. Il n'y avait pas de Mercedes-Benz noir garé à l'entrée. Il y avait un SUV familial, sûr et pratique. Le long de l'allée principale marchait un trio particulier. Emily marchait en tête, portant un panier de fleurs fraîches et de fruits. Elle avait l'air radieuse, non pas à cause de vêtements chers ou de bijoux. Elle portait une simple robe à fleurs et des sandales, mais parce que le fardeau de la solitude et de la survie extrême s'était levé de ses épaules. Derrière elle, Robert marchait lentement, mais pas par faiblesse. Il marchait lentement parce qu'il tenait la main d'une fillette de 2 ans qui s'arrêtait pour inspecter chaque pierre, chaque fleur et chaque fourmi sur le chemin. Robert ne portait pas de cravate. Il portait une chemise en lin aux manches retroussées et un pantalon confortable. Son visage était plus bronzé, avec plus de rides autour des yeux, mais c'était des rides de rire, pas d'amertume. « Papy, regarde !» cria Chloé, montrant un papillon jaune qui voletait près d'une statue d'ange. Sa voix était claire et forte. « C'est magnifique, ma chérie !» répondit Robert en se penchant avec une agilité surprenante pour son âge. « Mais ne le touche pas. Les papillons sont magiques. Si tu les touches, leur poussière de fée tombe. » Ils arrivèrent à la tombe de Charlie. Le marbre noir était toujours là, imposant, mais il ne semblait plus froid. Il était entouré de vie. Il y avait de petits jouets laissés lors de visites précédentes, des dessins soigneusement plastifiés scotchés à la base et des fleurs aux couleurs vives qui contrastaient avec la sobriété de la pierre. Emily commença à arranger les nouvelles fleurs dans le vase. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle à la photo. « Nous voilà, comme promis. Ta fille peut déjà faire des phrases complètes, et elle est aussi têtue que toi et son grand-père. » Robert resta un moment, regardant la photo de son fils. Il ne ressentait plus la douleur aiguë et toxique de la culpabilité. Il ressentait une douce nostalgie, une tristesse propre. « Bonjour, mon fils, » dit Robert. Sa voix était ferme, calme. « J'espère que tu vois ça. J'espère que tu vois comme elle court. Elle a tes yeux, Charlie. Elle a ton regard rebelle. » Chloé lâcha la main de son grand-père et courut vers la pierre tombale. Elle posa sa petite main sur la photo. « Papa, » dit-elle naturellement. Emily lui avait appris qui il était. Ce n'était pas un secret. Ce n'était pas un tabou. Cela faisait partie de son histoire. Robert s'assit sur l'herbe, sans se soucier de salir son pantalon. Chloé grimpa sur ses genoux. « Tu sais, Charlie, » continua Robert en caressant les cheveux de l'enfant, « pendant longtemps, j'ai pensé que je t'avais échoué parce que tu n'étais pas devenu l'homme d'affaires que je voulais. Je pensais que tu avais gâché ta vie à peindre des tableaux et à voyager. Comme j'avais tort. » Il regarda Emily, qui était assise de l'autre côté de la tombe, leur souriant. « Tu as construit quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle entreprise que j'ai jamais fondée. Tu as construit ça. Tu as construit l'amour. Tu as trouvé une femme extraordinaire qui m'a appris à 70 ans ce que signifie être un vrai homme. Et tu m'as laissé ce cadeau, cette seconde chance de ne pas être un échec total. » Une larme solitaire roula sur la joue de Robert, mais Chloé l'essuya rapidement avec son index, en riant. « Ne pleure pas, papy, » dit-elle. « Je ne pleure pas de tristesse, princesse, » répondit-il en lui baisant la petite main. « Je pleure parce que je suis l'homme le plus riche du monde et que je n'ai pas un seul centime dans mes poches en ce moment. » Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de violet. Il était temps de partir. « Allons-y, papa a besoin de se reposer, » dit Emily, en tendant la main à Robert. Le vieil homme prit la main de la jeune mère, un geste qui, 1 an auparavant, aurait été impensable. Une union de 2 mondes opposés. Maintenant, c'était le lien le plus naturel de l'univers. Ils se levèrent ensemble. « Au revoir, mon fils », murmura Robert en touchant la pierre réchauffée par le soleil. « Merci de m'avoir attendu. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. À dimanche. » Les 3 commencèrent à marcher vers la sortie. Les ombres des arbres s'allongeaient, mais ils marchaient vers la lumière. « Papy, je peux avoir une glace ?» demanda Chloé en sautillant,
tenant la main des deux adultes. Robert Ritt. Un rire profond qui venait du fond de son ventre. « Je t'achèterai toutes les glaces que tu veux, ma chérie. Mais ne dis pas à ta mère que je te gâte trop. »« J'ai entendu ça, Robert, » dit Emily en feignant la sévérité, bien qu'elle sourit. « C'est le privilège des grands-parents, Emily. Gâter, c'est mon nouveau travail, et je suis très bon dans mon travail. » Ils arrivèrent au portail en fer, le même portail où, 1 an auparavant, Robert avait expulsé Emily avec des cris et des menaces. Maintenant, ils le franchissaient ensemble, comme une forteresse impénétrable de 3 personnes. En sortant, le gardien de sécurité, le même vieil homme qui avait été témoin de la scène 1 an plus tôt, les regarda passer. Il ajusta sa casquette et sourit pour lui-même. Il avait vu beaucoup de choses dans ce cimetière, de la douleur, de la solitude, de l'oubli. Mais rarement, très rarement, il avait vu un miracle. Et voir Robert Maxwell porter sa petite fille sur ses épaules, riant avec la belle fille qu'il méprisait autrefois, était sans aucun doute un miracle. Le millionnaire était mort ce jour de pluie, 1 an auparavant. L'homme qui partait maintenant était simplement Robert, le grand-père de Chloé, le père de Charlie, l'ami d'Emily. Et alors que le SUV s'éloignait sur l'avenue bordée d'arbres, disparaissant à l'horizon de la ville, il devint clair que la véritable fortune des Maxwell n'était pas dans les comptes en banque suisse, mais sur la banquette arrière de cette voiture, chantant une chanson pour enfants fausses. L'héritage était en sécurité, non pas dans l'argent, mais dans la mémoire. Fin.